Merci. Je sais. Oui, voilà, c'est bien, on m'entend. Bien, oui, donc je tiens d'abord à remercier Éric Fossier et l'ensemble du dispositif de m'avoir convié à évoquer devant vous ce thème qui m'est cher depuis quelques années maintenant, puisque j'ai commencé à réfléchir là-dessus dans le cadre d'un colloque du groupe d'études et de prévention du suicide. Bah oui, parce que psychiatre, suicide, c'est notre quotidien. J'ai été pendant 11 ans responsable des urgences psychiatriques au CHU de Brest et bon an, mal an, nous voyions, l'ensemble de l'équipe, à peu près 1100 tentatives de suicide par an. Le suicide qui représente, dans une tranche d'âge particulière, la première cause de mortalité chez les adultes jeunes de manière générale. Alors, quand on a vu surgir cette question du suicide médicalement assisté, j'insiste sur suicide médicalement assisté, je ne parlerai pas de suicide assisté, parce que je ne sais pas si j'aurai grand-chose à en dire en tant que psychiatre et médecin, mais sur le suicide médicalement assisté, sans doute on aura des choses à dire. Et quand cette question du suicide médicalement assisté a surgi dans nos esprits, avant qu'éventuellement elle ne surgisse dans nos pratiques, ça m'a suffisamment interpellé pour que, pour ma part, je m'y intéresse et qu'on s'y intéresse aussi dans l'équipe de recherche dans laquelle je pratique un peu, qui est une équipe pluriprofessionnelle d'éthique, qui conjoint des philosophes, des psychologues cliniciens, des médecins, réanimateurs, gériatres. Et cette question est importante pour nous. Alors on va parler de ce suicide médicalement assisté, le psychiatre et le suicide médicalement assisté, des questions, un questionnement pour sa pratique. Qui dit question espère réponse, pas forcément. Ce seront essentiellement des questions autour de différentes notions, de différents concepts, comme celui de liberté, d'autonomie, de la place du médecin, des choses qui ont été déjà abordées ce matin et que j'essaierai de conjuguer de mon point de vue. Alors, voilà un peu comment se découpera mon intervention, avec un regard du côté du patient, sur la question de la liberté, qui me paraît être au cœur de la problématique, sur les conduites suicidaires, je vous dirai quelques mots des conduites suicidaires, et puis j'y reviendrai tout à la fin dans ma conclusion, et sur le suicide médicalement assisté, autour de deux choses qui me paraissent particulièrement importantes, que sont la question de l'autonomie. Qu'est-ce que c'est que cette autonomie qu'on convoque, qu'on revendique avec cette question du suicide médicalement assisté, et sur la question de la dignité. Puis, dans un second temps, j'aborderai le problème du côté du médecin, avec ce qui me paraît essentiel, c'est la question de l'intention. Et puis, la question conclusive sur le médecin, doit-il être tout entier du côté de la vie? Alors, on a essayé de la définir un petit peu ce matin. C'est vrai que peu de pays autorisent ou ne punissent pas que ce soit le suicide médicalement assisté ou l'euthanasie. On voit essentiellement en Europe la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse pour ce qui concerne le suicide médicalement assisté. Et puis quelques États des États-Unis, pas beaucoup. Le plus ancien, l'Oregon, l'État de Washington et le Vermont, avec pour le reste essentiellement de l'interdit explicite, et pour les autres qui apparaissent en blanc, le suicide médicalement assisté n'est pas explicitement évoqué dans les textes et relève de la loi commune. Donc le suicide médicalement assisté, l'assistance médicale au suicide, c'est donc cette procédure qui est autorisée ou non punie dans ces quelques états qu'on vient de voir. Normalement, et dans son dernier avis, le CCNE essaie de distinguer un petit peu les différentes choses, normalement, le patient, c'est le principe du suicide, accomplit lui-même l'acte potentiellement mortel. Sauf qu'il y est aidé par un tiers médecin qui lui aura auparavant fourni les renseignements ou les moyens nécessaires pour se donner la mort. Je vais essayer de construire mon propos autour de différents paradoxes qui surgissent quand on évoque la question de ce suicide médicalement assisté. De paradoxes, quand on lit la presse, quand on écoute la radio, de paradoxes, il ne semble pas y en avoir beaucoup. Avec la force de l'évidence, il semblerait que nous soyons prêts, socialement ou sociétalement, nous soyons prêts pour l'euthanasie et le suicide médicalement assisté.
il y a des cas qui régulièrement font la une des journaux et on en reparlera tout à l'heure. Alors, ce qui... voilà, ça c'est les cas dramatiques dont je vous parle, qu'on va passer rapidement, puisqu'on reviendra sur cela. Il y a Vincent Imbert, il y a Chantal Sébir, on connaît, et puis peut-être on connaît un petit peu moins le cas de Rémi Salva, mais j'y reviendrai tout à l'heure, justement à propos de la question de l'autonomie. Quoi qu'il en soit, la question de la fin de vie assistée, euthanasie, suicide médicalement assisté, fait recette. On sait très bien, je vous le disais, que dans les différents sondages, on vu passer le pourcentage de personnes favorables à ces questions entre 88 et 2011, de 57% de personnes favorables à 91%. Tous ces gens sont favorables aux actes de mort. 38% d'entre eux allant même jusqu'à prôner une application, je cite, à toutes les personnes atteintes de maladies insupportables et incurables, même si une majorité courte souhaite réserver cette pratique à l'existence de douleurs que la médecine ne peut pas soulager. Alors, 91% de personnes favorables. Je vous le disais, on est sans doute prêt. Pourtant, et on l'a déjà dit ce matin, les précédents intervenants ont bien souligné, c'est que les dernières lois, la loi Leonetti en particulier, les gens ne la connaissent pas beaucoup. Et dès qu'on introduit la question des soins palliatifs dans ces sondages, les pourcentages de personnes favorables, fort heureusement, redescendent, puisque, pour le coup, une majorité des gens interrogés préféreraient les soins palliatifs à d'autres solutions. Alors, il y a une intense charge passionnelle, une intense charge affective qui accompagne ces cas singuliers, des cas singuliers, on a dit le mot ce matin, qui sont fortement médiatisés. Il y a deux raisons essentielles sur lesquelles s'appuie le public, semble-t-il, pour revendiquer ou exiger l'assistance médicale au suicide ou l'euthanasie. Le premier de ces arguments, c'est la liberté de choisir de celui qui souffre. Ça, c'est la première. Et le second, c'est la compassion pour celui qui souffre. Et la médecine et la justice seraient alors obligées d'obtempérer, au risque d'apparaître comme cruelles, hypocrites ou totalitaires. Et donc, on va maintenant examiner ces questions du côté du patient, puis du côté du médecin. La liberté de disposer de sa vie semble être au cœur de la problématique du suicide assisté. Le philosophe américain Dworkin le rappelle, toute personne en pleine possession de ses moyens a le droit de prendre elle-même les décisions personnelles, capitales, qui font appel à ses convictions profondes, religieuses ou philosophiques, sur la valeur de sa vie. Et c'est d'ailleurs au nom de cette liberté, on le rappelait aussi ce matin, reconnu que les sujets passent à l'acte suicidaire en France et depuis 1791 sans risquer de sanctions judiciaires. La législation en matière de santé a tenu compte dans ses évolutions les plus récentes, on l'a rappelé, de la place de plus en plus reconnue à l'individu, à son autonomie, à sa liberté, jusque dans les moments ultimes de son parcours de soins. On sait bien, d'une médecine fondée sur le paternalisme et le maintien de la vie à tout prix, on se dirige vers, et puis en particulier depuis le vote de la loi en 2005, de la loi Leonetti, on se dirige vers une médecine négociée, capable de limiter son action en fonction de la décision du patient. Le refus de soins ou l'absence d'obstination déraisonnable, articulée à la rédaction de directives anticipées, ont potentiellement transformé l'esprit de la pratique médicale. Cela la borne, cette pratique médicale, aux extrêmes de la vie et dans les situations les plus dramatiques. Ça entrave certaines de ses ambitions, des ambitions du progrès technique, le prolongement non souhaitable ou non souhaité de la vie. La liberté d'accepter ou de refuser les soins est au cœur de la pratique médicale et de la relation médecin-malade. Ainsi, la liberté de choix de la personne qui demande à mourir n'apparaît a fortiori que comme la première et incontournable priorité dans un processus qui conduirait à l'aide active à mourir. On voit d'ailleurs cette liberté apparaître en exergue des objectifs des différentes associations qui militent pour l'euthanasie ou le suicide assisté. Je cite,
Notre association a pour but de promouvoir le droit de disposer de façon libre de sa personne et de sa vie et de faire respecter le choix et la façon dont chacun veut qu'elle prenne fin. L'association Libre Choix. Obtenir le droit de disposer librement de sa personne, de son corps et de sa vie. Premier article de l'association Ultime Liberté. Ou enfin, ne nous laissons pas voler notre ultime liberté, devise de l'association ADMD. Et pourtant, la question de la liberté, de cette liberté revendiquée, de cette liberté mise en exergue, pose un double problème. Problème singulier du côté de celui qui demande et problème collectif du côté de la réponse à donner. Les conduites suicidaires, en général, celles qui nous intéressent, celles qui nous concernent habituellement comme psychiatres, dans notre pratique, peuvent, d'un certain point de vue, être envisagées comme une volonté ultime d'émancipation ou d'arrachement à toute dépendance à autrui, que ce soit un autre réel ou un autre en soi. Mais c'est une liberté paradoxale, s'il en est, puisqu'elle va vers son annihilation, son autodestruction. En général, réalisé dans la rupture de tout lien, le suicide peut être considéré comme la dernière manifestation d'une affirmation d'autonomie. Se suicider, ce sujet qui est mort par suicide, se suicider donc dans le secret de son acte et loin de tout secours, a ici violemment signifié sa solitude, son autarcie au-delà de son autonomie. Certes, la liberté au départ de ce geste est souvent entravée, aliénée par le trouble psychiatrique, par la passion ou toute autre entrave à la raison. Nous le savons bien, nous, qui auprès de nos suicidants travaillons sans arrêt le lien, la restauration d'une parole distanciée, l'apaisement d'une souffrance morbide, qu'elle soit dépressive ou psychotique. Nous, qui œuvrons contre le suicide, il nous faut dans l'urgence mettre des mots, penser l'acte, apaiser les angoisses, et ceci, et ça c'est important, et ceci parfois même au prix d'une privation de liberté, au prix de la contrainte. Le poète dit, Saint John Perse, « Et si un homme auprès de nous vient à manquer à son visage de vivant, qu'on lui tienne de force la face dans le vent. » Ainsi, dans notre pratique auprès des patients suicidants, on constate souvent une double entorse, déjà dans notre pratique au quotidien, une double entorse à la liberté du sujet. L'aliénation du côté du patient et la contrainte du côté du médecin. Que dire alors de la liberté dans le suicide assisté ? Situation dans laquelle le sujet n'est a priori pas aliéné. Dans un article récent, Marilyn Golden s'inquiète de ce que les arguments des partisans du suicide médicalement assisté reposent, je la cite, sur la question superficielle du choix et de l'autodétermination. Interrogeant alors les préjugés contre le handicap, les rapports de la politique de santé et du suicide assisté, et, écrit-elle, le mythe du choix délibéré et de l'autodétermination. Dans la demande de suicide assisté, la liberté apparaît, à dire vrai, d'emblée comme la manifestation d'une contrainte, presque d'une aliénation, même si elle n'est pas une aliénation psychiatrique. En effet, cet acte valorisé comme l'ultime expression de l'autonomie d'un sujet décidant de sa mort tombe d'emblée dans ce qu'assistance signifie de dépendance. Dépendance envers des conditions techniques, on y reviendra tout à l'heure. C'est l'appel à la compétence médicale à travers la prescription d'un produit létal. Dépendance envers des conditions juridiques, ici l'exigence de la rédaction d'une loi. Mais, et c'est là-dessus surtout que je vais insister, j'ai oublié de passer mes diapos. C'est là-dessus que je vais insister, surtout, c'est la dépendance à un regard. Dépendance au regard de l'autre aimé, dépendance au regard de la société, au regard du politique. Ce regard semble devoir agir en amont même de l'acte demander la mort qu'il détermine et oriente. Cela constitue même une crainte admise par les États et les nations qui ont dépénalisé le suicide assisté, la crainte des dérives. On en a parlé tout à l'heure. Au départ, en effet, l'assistance médicale au suicide concerne essentiellement les stades ultimes d'une maladie incurable à l'issue fatale proche, stade marqué par des douleurs majeures et difficilement contrôlables. Ce moment de souffrance
est un moment de repli et de désinvestissement que le texte de Freud décrit ainsi, je cite, ce ne sera pas compliqué. Il est universellement connu et il nous semble aller de soi que celui qui est affligé de douleurs organiques et de malaise abandonne son intérêt pour les choses du monde extérieur pour autant qu'elles n'ont pas de rapport avec sa souffrance. Son âme se resserre au trou étroit de sa molaire. Et l'on voit doucement ces raisons intimes, la souffrance, la douleur insupportable, on voit doucement ces raisons intimes s'élargir à des situations qui relèvent plus de la hantise vécue par des sujets confrontés au handicap, à la perte d'autonomie, à ce qu'ils perçoivent comme atteinte à leur dignité, soit à quelque chose d'un regard extérieur. Pour l'association Not Dead Yet, dans l'Oregon, il ne peut pas être affirmé sérieusement que le suicide assisté ne concerne que les fins de vie, et donc que les sujets considérés agissent indépendamment de pressions, conscientes ou inconscientes. Pression de l'entourage ou de la société. Dans l'Oregon, ne voit-on pas maintenant certaines assurances refuser des soins palliatifs et proposer comme solution moins coûteuse et rembourser le suicide médicalement assisté? Ainsi, ce courrier reçu par un patient est cité par Golden dans un article, la bibliographie sera disponible. Courrier précisant que le patient ne pourrait bénéficier de la prise en charge de sa chimiothérapie, mais pourrait bénéficier, je cite, de la prise en charge du suicide assisté par un médecin. Pour obéir à la règle qui semble se développer du 5%, 5 years. Si c'est moins de 5%, moins de 5 ans, pourquoi poursuivre les soins? Et c'est ici que je vais toujours cette question du regard qui pèse et qui oriente. Je vais reprendre ici brièvement le cas de Rémi Salva pour illustrer mon propos sur l'influence du regard. Ce jeune homme, promis à un handicap lourd, avait demandé par lettre au président de la République à ce que, quand viendrait l'heure de trop graves déficits, l'on puisse pratiquer sur lui une euthanasie ou une assistance médicale au suicide. Il s'est suicidé seul à l'âge de 23 ans le 10 août 2008, après que le président de la République lui ait redit la position actuelle de la France par un courrier daté du 6 août. Vous avez ici le courrier que Rémi Salva avait écrit au président. Acte libre. Manifestation de son choix. D'ailleurs, suicider redouble la singularité. Suicider, c'est se tuer soi-même. Donc, manifestation de liberté, certainement. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut penser du fait que 9 ans auparavant, sa mère a été mise en examen pour tentative de meurtre sur la personne de ce fils, dont elle voulait, dit-elle, abréger les souffrances? Peut-on penser que ce regard porté sur lui n'ait pas eu une influence sur son propre sentiment de dignité et sur la perception de sa qualité de vie? Ainsi, parmi les raisons de demander l'assistance médicale au suicide, retrouve-t-on en bonne place, devant la douleur, l'isolement social, le sentiment d'être une charge pour l'entourage ou la famille, y compris charge financière. Comme le propose Pascal Intermeyer, l'invocation de l'indignité peut présenter des aspects normatifs, incitant la personne en fin de vie à estimer que la dégradation de ses facultés et sa perte d'autonomie, au-delà de la douleur, sont indignes de l'être humain. Il apparaît ainsi que les demandes d'assistance médicale au suicide sont souvent plus liées à une détresse psychologique et à des facteurs sociaux qu'à des facteurs somatiques. À la crainte d'une désintégration et d'une perte des liens sociaux, ces facteurs amenant les patients à un sentiment de perte de dignité. Anita Ocar, qui est une sociologue, qui a écrit il y a quelques années un livre sur le suicide et la mort libre, durcit le propos en construisant un lien entre finances publiques et désir individuel de mourir, entre, dit-elle, je cite, rationalité économique et raisonnabilité létale. Le retour du sentiment de la honte s'associerait alors à l'utilitarisme pour fonder l'éthique des relations sociales en faveur de l'euthanasie et du suicide assisté. Tout cela du côté du refus du déshonneur social, que sont la mort lente et le handicap, dans une société, il est vrai, qui survalorise la jeunesse, la santé et la performance.
Quoi qu'il en soit, ce concept de dignité est au cœur des revendications des partisans du suicide médicalement assisté. Mais c'est une dignité, et sans doute les philosophes et les éthiciens qui parleront cet après-midi en diront plus, mais c'est une dignité là qui est convoquée, qui n'est en rien une dignité ontologique ou transcendante, c'est-à-dire une dignité, c'est plutôt d'une dignité à la première personne qu'il s'agit. Je cite Jean-Luc Romero, « Ma conception de la dignité n'appartient qu'à moi-même. J'ai le droit de considérer ma situation médicale comme indigne. » Et là, c'est ce qu'on appelle en clinique une formation réactionnelle, puisqu'il prolonge en disant « sans pour autant dire que la dignité des autres est en cause dans la même situation. » Ainsi, masqué derrière la dignité, c'est une liberté qu'il s'agit de revendiquer. Liberté de décider du seuil au-delà duquel tel déficit ou telle perte de compétences sociales ou personnelles devient insupportable, indépendamment du temps qui reste à vivre et des douleurs éprouvées. Et le paradoxe se redouble après celui d'une liberté de juger qui se dispenserait de ces déterminants sociétaux, de ce regard dont on a parlé, se redouble d'une liberté fondée sur des critères résolument subjectifs, personnels, mais qui en appelle au collectif pour en arriver à ses fins. Du côté du médecin, j'avais mis en sous-titre « Le suicide assisté, une prescription possible ?» point d'interrogation. De ce collectif convoqué pour répondre à une demande éminemment singulière qui affirme ne rien lui devoir pour construire son jugement, on en arriverait presque à oublier que le médecin est, si nous pouvons dire, en première ligne, suicide médicalement assisté. Peu d'auteurs, peut-être à part Hans Jonas, ont interrogé la place de la médecine et du médecin dans ce domaine, amenant à cultiver le paradoxe que nous allons aborder maintenant. Quoi qu'il en soit, il reviendrait au médecin, c'est évident, comme il était dit ce matin, qui voulez-vous d'autre ? Quoi qu'il en soit, il reviendrait au médecin avec la force de l'évidence d'être acteur de ce moment. Nous devons, malgré tout, nous rendre à l'évidence. On meurt de plus en plus à l'hôpital, univers médical par excellence, et il serait donc logique que le médecin, qui est le protagoniste essentiel, soit concerné par la chose. C'est vrai. On pourra également nous opposer que la médecine n'est pas innocente en ce qu'elle a pu fabriquer de douleurs insupportables, à travers, en particulier, des obstinations déraisonnables vécues par les patients et leurs familles comme autant d'acharnements thérapeutiques. On pourrait survoler, on n'aura pas le temps, survoler les résultats de certaines prouesses technologiques en réanimation néonatale ou de l'adulte, ou les résultats d'interventions chirurgicales hasardeuses, toutes susceptibles d'avoir ici ou là laissé leur lot de désolation existentielle et de souffrance psychique ou physique, sans que, à ce moment-là, aucun questionnement éthique ait précédé les actes. Acceptons ce droit d'inventaire et prenons-en notre part. Ces dérives ont contribué, je le disais en introduction, ces dérives ont contribué à de profonds remaniements de l'approche médicale à travers les lois qui, depuis le procès de Nuremberg, bornent la pratique et le pouvoir de la médecine. On a abordé ce matin cette question du pouvoir médical. Ces derniers textes sont, on l'a déjà dit, la loi de 99 sur les soins palliatifs, la loi de mars 2002 sur la place centrale de l'information et du consentement du patient, la loi de 2005 qui reconnaît l'obstination déraisonnable, instaure un droit de refuser des soins, un droit au laisser mourir accompagné d'un devoir d'accompagnement palliatif jusqu'à la mort. Il semble que, de manière cohérente à la conquête des droits libertés individuels de refuser des soins, quelle que soit l'origine de cette conquête, répondent le droit créance collective à des soins palliatifs et de confort. On saisit bien la logique de l'association de ces deux droits, celui de refuser des traitements et le droit des traitements palliatifs, qui se rassemblent en une unité cohérente autour d'un droit de mourir qui, comme le propose Suzanne Ramex, est tout aussi respectueux de la liberté des individus que de la solidarité des citoyens.
concrétisé par la loi du 22 avril 2005, droit des malades et fin de vie, se trouve renforcé le droit d'une personne à exiger l'arrêt d'un traitement qui la maintient en vie et permet au médecin de respecter ce refus de soins. Ceci ne doit bien sûr pas être confondu avec une quelconque euthanasie passive, mais consiste à restituer, comme le précise Marie de Hensel, son caractère naturel à la mort. Alors, c'est une posture, on l'a déjà évoqué ce matin, la question de l'intention, c'est une posture qui est résolument discontinuiste et qui affirme l'existence d'un fossé entre le fait de vouloir la mort de quelqu'un et le fait de prévoir la mort de quelqu'un. Les partisans de l'euthanasie ou du suicide qualifient d'hypocrite cette position médicale ou philosophique, affirmant pour leur part, de manière continuiste, conséquentialiste, que la prescription de produits sédatifs et antalgiques à doses susceptibles de hâter la mort, puis la limitation ou l'abstention d'un traitement, puis l'arrêt d'un traitement, ne présente qu'une différence de degré avec la réalisation d'une injection mortelle provoquant délibérément la mort ou, en amont, la prescription d'une substance mortelle. Pourtant, cette position semble résolument en contradiction avec les fondements de l'action médicale, dont les missions restent la guérison et le soulagement de la souffrance. La guérison de surcroît, et le soulagement de la souffrance. Il ne s'agit pas, pour le médecin, de tuer. Nous soutenons ici, quand bien même la frontière est ténue, fragile, que l'intention est essentielle, ne serait-ce que parce qu'elle implique dans la relation médecin-malade et dans la confiance que le patient témoigne à son médecin. Je reprendrai l'exemple qui a été donné ce matin de la difficulté. Je crois que c'est Éric Fossier qui le donnait. De la difficulté. Ce soir, je suis de garde aux urgences psychiatriques au CHU. Ça arrive. Je vais voir arriver deux personnes. L'une qui a réalisé une tentative de suicide et l'autre qui réalise une tentative de suicide parce qu'elle a demandé un suicide médicalement assisté. Comment je vais me positionner éthiquement dans ce dilemme ? D'un côté, je vous le disais, contraindre le premier et laisser le second. Je défie quelques psychiatres que ce soit de s'en sortir de cette difficulté-là, éthique, de se sortir sereinement de ce dilemme. Ainsi, il semble que le médecin soit du côté de la vie, sans ambiguïté. Cette affirmation est d'ailleurs reconnue dans la majorité des codes qui réglementent la pratique médicale au niveau mondial. Ainsi, même dans les pays qui autorisent ou ne punissent pas l'assistance médicale au suicide ou l'euthanasie, et ça constitue encore un paradoxe de plus, ces pratiques sont souvent considérées comme non éthiques. Ainsi peut-on lire sur le site, je vous invite à y aller, sur le site du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, où ils ont, par rapport à cette question de l'euthanasie, en plusieurs langues, quelques éléments, une fac, comme on dit, des questions fréquentes. Et donc, il y a la question suivante. Le médecin n'a-t-il pas pour mission de préserver la vie ? Et, sur le site du ministère, la réponse est oui, la tâche première du médecin est effectivement de préserver la vie. L'euthanasie le place donc devant un conflit de devoirs. D'une part, celui de tout mettre en œuvre pour préserver la vie du patient, d'autre part, celui d'apaiser ses souffrances. De même, la déclaration de l'Association mondiale médicale stipule que quand l'assistance d'un médecin est intentionnellement et délibérément requise pour permettre à un sujet de terminer sa vie, le médecin agit contre les principes éthiques. Ainsi, le médecin se voit-il imposer un choix moral extrêmement difficile, éthiquement peu conforme aux fondamentaux de la pratique de la médecine, qui se doit de préserver la vie. Choix moral inconfortable que reconnaît l'Académie suisse des sciences médicales. Je cite, « L'assistance au suicide ne fait pas partie de l'activité médicale car elle est contraire au but de la médecine. » Ainsi, ces buts de la médecine semble incompatible avec le projet de l'assistance médicale au suicide. Position déontologique régulièrement répétée et qui est certes en contradiction avec une vision plus pragmatique, plus conséquentialiste de la mission du médecin, vision avancée sous couvert d'humanité compassionnelle par certaines associations ou certains États. Mais nous doutons que ce soit la compassion
Nous doutons que ce soit la compassion, l'amitié bienveillante qui soit ici attendue, mais bien plutôt la technique. Je vous invite à regarder ces inventions remarquables produites par des médecins australiens et nord-américains. Vous avez en haut à gauche la Deliverance Machine, inventée par le docteur Nitschke, le Mercitron, du Mercy, pitié, en anglais, du docteur Kevorkian, du Thanatron, du docteur Jack Kevorkian encore, et de l'Exit International Euthanasia Device, que vous pouvez vous procurer sur Internet. C'est la technique qu'on convoque. C'est la technique. Je ne vous décrirai pas l'usage de ces machines. Il n'échappera à personne, je l'ai déjà dit, qu'on assiste à une médicalisation de la mort. Ceci, ce n'est pas un fait nouveau, puisque Boehnerlein souligne qu'aux États-Unis, concernant la peine de mort par injection létale, elle apparaît de plus en plus comme un acte médical, s'entourant de l'aura, bénéfique ou maléfique, du savoir médical. Ainsi, en contradiction avec les fondements de la médecine du côté de la vie, le suicide médicalement assisté pourrait devenir une technique médicale, reconnue comme telle parce que, on cite le même auteur, psychiatre et pédagogue dans l'Oregon, parce que, je cite, « Nous entrons dans une nouvelle ère dans laquelle les procédures médicales acceptables sont de manière absurde déterminées par le vote d'une majorité de citoyens et la réinterprétation d'un conflit éthique et moral redoutable dans lequel l'État peut précipiter la mort de ses citoyens, particulièrement les pauvres, quand il s'avérerait trop coûteux de les maintenir en vie quand ils sont en phase terminale d'une maladie. » Diapo rapide d'une revue de médecine légale américaine. C'est le résultat de cette Exit International Euthanasia Device. Voilà, revue de médecine légale, d'une patiente qui a pratiqué un suicide assisté. Hans Jonas, dans un ouvrage écrit en 1978, va exprimer en termes éthiques la problématique du refus du traitement médical de l'euthanasie et du suicide médicalement assisté. Il pose le droit de vivre comme véritable germe de tout ordre juridique, source de tous les droits, dit-il, y compris celui de mourir. Et le couplage paradoxal de ces deux droits a, selon l'auteur, l'avantage d'assurer qu'aucun d'entre eux ne peut être tourné en devoir absolu, ni vivre, ni mourir. Dans ce contexte où les soins, mais aussi le refus de ceux-ci, ont leur place, Jonas exclut par contre que tout acte qui a pour vocation de hâter volontairement la mort soit l'œuvre d'un médecin, afin, dit-il, de préserver l'intégrité de la position médicale, même contre le droit de mourir que détient le patient. Ainsi, l'aide médicale au suicide ne devrait pas relever de la médecine, pour autant que, toujours du côté de l'intention, offrir un moyen de mettre fin à ses jours à un patient ne diffère guère du fait de le lui administrer sur sa demande. Il y a toujours le même abîme entre tuer et permettre de mourir. Permettre de mourir et aider au suicide de manière intentionnelle. On ne peut pas évacuer cette question de l'intention, puisqu'elle est par ailleurs reconnue en droit. Tuer quelqu'un volontairement, c'est pas pareil que de le tuer involontairement. L'intention est au cœur de la distinction. À travers notre propos, nous avons souhaité insister sur plusieurs dimensions paradoxales de cette question essentielle de la fin de vie médicalisée. Ce n'est pas un propos neutre, je vous l'accorde. C'est le propos d'un psychiatre, impliqué dans la prévention du suicide et le suivi de patients suicidants et suicidaires. À ce titre, et à la suite d'autres réflexions que nous avons menées à Brest, nous en étions arrivés à considérer les conduites suicidaires autant comme un mystère que comme un problème, exigeant une éthique de l'inquiétude, soit de l'absence de repos, avec la nécessité d'un souci constant pour celui qui revendique ou pose un acte suicidaire. Nous avons appris du contact avec nos patients qu'il est certes parfois urgent d'agir, quand l'acte ne signifie rien d'autre que la chute du sujet hors de la scène du monde, mais qu'il est aussi urgent d'attendre qu'à cette solution du suicide succèdent d'autres issues, d'autres possibilités, quand, on l'a un petit peu abordé ce matin, quand le geste est une adresse, une demande, même formulée à l'insu de celui qui pose l'acte.
Cet agir ou cette attente du médecin est toujours du côté de la vie. C'est pourquoi nous avons centré notre propos sur cette double contradiction qui nous semble être au cœur du problème. Celle d'une liberté qui n'est pas toute et celle d'une médecine qui ne peut pas être le bras de cette liberté sous influence. Au quotidien, nous sommes confrontés à cette réalité, à cette vérité que la conduite suicidaire peut autant être un appel à la vie qu'un appel à la mort. Je vous remercie.